JOP, 3 lettres capitales, Alpes 2030, c'est une perspective. Pour certains, certaines, c'est relativement loin et pour beaucoup, c'est demain, d'ici 5 années seulement, les Alpes françaises, donc l'ensemble d'un territoire qui va accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 avec de vrais enjeux de mobilité, comme on l'a notamment partiellement évoqué dans le débat précédent, mais aussi d'autres enjeux environnementaux, sportifs, économiques. Les enjeux ne manquent pas, les perspectives non plus. 4 invités pour pouvoir échanger sur ces 3 lettres capitales. Tout d'abord, Pascal de Tiersan, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du directoire de la Société des Trois-Vallées. Christelle Angelot-Nicou, bonjour. Vous êtes adjointe au maire développement durable et environnement à la CLUSA. À vos côtés, Yvan Chex, bonjour et bienvenue. Vous êtes à l'agence du développement économique touristique des Hautes-Alpes et les Jeux, forcément, puisque ce sont aussi des Jeux de territoire, concernent notamment le département qui est le vôtre. Et puis Romain Ribou, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable RSO à la Fédération française de ski. Nous allons échanger donc ensemble sur ces Jeux olympiques et paralympiques qui font parler, beaucoup d'ailleurs. Et vous allez le voir dans les quelques réactions que vous allez entendre maintenant, que derrière ces Jeux olympiques, il y a des oui, des non, des oui mais, des enjeux, des questions, des interrogations et d'ores et déjà quelques réponses. Regardez. Je prends ce projet comme une opportunité, c'est un booster, un accélérateur de transition. Sur les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, on s'est donné comme objectif de faire les Jeux Olympiques les moins émetteurs de carbone. Les JO de Paris, qui sont les JO qui ont a priori l'empreinte carbone la plus basse, ont une empreinte carbone qui reste majeure. Donc il faut d'abord avoir une vision commune de qu'est-ce que pourrait être la montagne en 2050. Et puis ensuite, faire converger l'ensemble des acteurs. Les Jeux Olympiques de 2030 fabriqueront la montagne de 2050. Ça, c'est le gros enjeu. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'être ambitieux. C'est un grand projet fédérateur. C'est une formidable opportunité. La période des Jeux, c'est juste une impulsion. C'est que cette impulsion, elle doit amener une dynamique. C'est à nous d'être grands, à nous d'être forts pour justement proposer des Jeux qui vont changer de paradigme. Cette candidature dit quoi de la transition des territoires de montagne ? Si on fait venir des gens et que l'habitant local il a l'impression que ça se fait à son détriment, ça ne marchera pas. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est que cette mesure d'information et de participation du public, elle doit intervenir le plus tôt possible. Ça pose la question de où va notre argent public. Et si c'est pour aller dans des lieux qui, en fait, aujourd'hui se portent plutôt bien, c'est injuste, en fait. L'argument pour dire qu'on va faire des jeux responsables, ça ne marche pas. On est encore dans cette phase-là de sensibilisation sur ce qui concerne les sujets environnementaux. Je ne voudrais pas que ces jeux soient une sorte d'ultime baroud d'honneur. Et là, c'est ambitieux. Et 2030, ça arrive vite. Du débat contradictoire vont naître les bonnes idées. Est-ce que potentiellement, plutôt que de faire des jeux d'hiver, on ne pourrait pas faire des jeux de montagne? Qu'est-ce que ces jeux vont pouvoir laisser comme patrimoine au niveau du vivant? On n'est pas ancré et tanké dans un système. En fait, on peut penser à l'avenir et construire un avenir qui est chouette, radieux et trop cool. Il faut juste accepter l'évolution. Des Jeux qui font d'ores et déjà parler. Dans le cadre des Jeux Olympiques, il y a 3 temps, il y a l'avant, il y a le pendant, seulement 2 semaines pour les Jeux Olympiques et un temps similaire pour les Jeux Paralympiques. Et puis il y a ensuite un après ou des après. Pascal de Tiersan, ces Jeux Alpes 2030 qui font rêver certains, qui irritent d'autres, avez-vous le sentiment qu'ils peuvent aussi être des Jeux de trop s'ils sont ratés ou non réussis? Alors d'abord, je pense qu'ils seront réussis. Donc ce ne sera pas les Jeux de trop, mais c'est une formidable opportunité pour faire bouger les mentalités, déjà chez nous, avec une vision un peu plus long-termiste de nos actions, et puis aussi sur le comportement que l'on peut avoir avec les transports. Comme il a été dit, 75% du bilan carbone des stations de ski, c'est le transport. Et c'est un vrai enjeu qu'il faudra... qu'il faudra challenger pendant ces Jeux. C'est une vraie opportunité. Yvan Chex, sur des Jeux de trop, votre regard? Non, certainement pas, parce que ce seront les premiers pour nous. C'est la première fois que le département des Hautes-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur accueillera les Jeux Olympiques. Et je pense que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Autour de la table, vous avez un Haut-Savoyard, une Savoyarde, ou l'inverse, une Savoyarde et un Savoyard, ou Alpin. Il manque les Maralpins. C'est une main tendue entre Alpes du Nord et Alpes du Sud. Et pour être tout à fait sincère, je comprends les débats que suscite ce sujet, je comprends votre question, mais j'aimerais que
montagnard, où qu'il soit, et pas seulement dans les Alpes françaises, saisit cette opportunité pour s'entendre sur ce que sera la montagne. Et moi, je crois à la force des récits. Et je pense que les Jeux Olympiques en 2030 dans les Alpes françaises peuvent permettre de créer de la concorde et de construire la montagne de demain. Et c'est ce qui se passe dans le département des Hautes-Alpes. Alors moi, je ne parlerai que de ceux que je connais. C'était un des fondements de cette candidature. Essayer de désenclaver ce département. Vous avez tenu il y a peu de temps une table ronde sur les mobilités et le ferroviaire en particulier. Les Jeux Olympiques sont une formidable opportunité pour aller de l'avant, parce que la France est la France. Et on peut pérorer sur le retard qu'on a pris pendant des décennies. Seuls des grands événements comme cela permettent de rattraper le retard. Le comité interministériel des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 s'est tenu il y a quelques jours dans les Hautes-Alpes, et il y a eu de très grandes avancées sur le ferroviaire et sur le routier, sur les mobilités. Moi, je le dis souvent, et je ne veux pas froisser mes voisins, encore moins Edgar Gros-Piron, mais j'ai le sentiment que le cœur battant de cette candidature, ce sont les Alpes du Sud et c'est les Hautes-Alpes. On a réussi le tour de force à mobiliser... Vous allez vous faire des amis. Non, mais j'espère surtout faire des émules et puis que les autres suivront cette dynamique collective qui est en train de se mettre en place dans les Hautes-Alpes. Nous avons réussi à mobiliser toutes les parties prenantes pour améliorer le réseau ferré. Le train de nuit, Paris-Briançon, vous en avez parlé, le TGV Paris-Oux, et puis surtout le train express régional Marseille-Briançon. Et puis, au bout de ce terminus, aménager des mobilités en site propre qui desserviront toute la vallée de la Guisane, tout le Briançonnais, les stations de Briançon, Saint-Chaffré, la Salle des Alpes, le Monétier-les-Bains. Donc ce que vous dites, les Jeux, un accélérateur. Mais c'est plus qu'un accélérateur, c'est un détonateur et un accélérateur. Bien évidemment. Christelle Angelonicou, vous êtes vous adjointe au maire avec deux pôles très forts, le développement durable et l'environnement. On sait que les Jeux ont souvent un ou plusieurs messages. Quel devra être le message de ces Jeux de 2030 ? Alors déjà, juste pour préciser, c'est aussi la jeunesse qui m'anime aussi, puisque c'est une des missions que je porte dans la collectivité à la Clusa. Moi, je veux juste rappeler que ces JO, en fait, 2030, c'est un défi. C'est un vrai défi pour nos montagnes et c'est un défi collectif. Voilà. Moi, ces Jeux, depuis le début, ils font vraiment jaser. Surtout sur mon territoire, parce que j'habite aux confins, je suis née aux confins, qui n'est pas simple non plus, j'ai toute ma famille qui y vit. On est tous d'accord, je pense, on peut se rassurer là-dessus. Les JO, c'est génial. C'est vrai que c'est génial, parce qu'il ne faut pas se mentir, mais il n'empêche que ça pèse lourd. Lourd sur la planète, lourd sur mon territoire. Et c'est ce poids qui devrait être allégé ? Sur le portefeuille. Alors, argent, on sait qu'en matière de mots, certains reviennent souvent. Sobriété, environnement, des Jeux pour l'après. Vous avez ce sentiment effectivement qu'il y a un mot qui doit correspondre à ces Jeux-là, et ensuite on évoquera avec Romain Ribou. Moi j'ai envie de vous parler d'une métamorphose éthique des JO. Ils doivent en fait être un accélérateur pour non pas développer, mais pratiquer aussi la montagne autrement. Pratiquer la montagne autrement, Romain Ribou. Les Jeux de trop, on l'a vu. Les Jeux qui ont ou doivent avoir un message. Quel sera le message de ces Jeux 2030, selon vous? Moi, j'en ai peut-être deux. Il y en a un pour, évidemment, avec la casquette Fédération française de ski, où là, pour le coup, c'est vraiment de comment on accompagne l'écosystème de la Fédération française de ski. Donc, c'est 800 et quelques clubs, près de 100 000 licenciés, du coup, à continuer à la pratique du ski. Et on sait qu'on a des clubs qui vont être à risque parce que, évidemment, dans des endroits, dans des territoires de basse, moyenne altitude, et donc du coup, ça va être un petit peu plus compliqué pour eux. Donc, du coup, comment les Jeux peuvent continuer à accompagner ces clubs? Comment on peut aussi faire en sorte que ces Jeux soient un booster pour faire revenir des centres d'entraînement pour les équipes de France, pour les clubs et les comités? Ça, c'est vraiment l'aspect, on va dire, classique avec ma casquette Fédération française de ski, mais c'est déjà important, vraiment, d'arriver justement à faire en sorte que ces Jeux-là, ils aient un vrai impact pour, on va dire, la partie sportive. Et après, pour aller un petit peu plus loin, on a parlé beaucoup des infrastructures, mais je pense qu'il faut même essayer d'aller voir au-delà. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait en sorte que ces Jeux soient vraiment un accélérateur pour les infrastructures, il faudra d'ailleurs qu'on se pose la question de ce qu'on entend par l'héritage, parce que pour que ça fonctionne, il faut peut-être qu'on se dote
d'un organe d'héritage qui perdure après les Jeux pour que vraiment on puisse aller vraiment au-delà. Et mesurer si oui ou non. Et puis surtout, en fait, continuer d'être à la manœuvre en fait, pour livrer un héritage. On sait qu'on n'aura pas le temps de tout faire en 4 ans et demi ou à 5 ans. Par contre, on peut, si on se dit, voilà, on a l'équivalent de la Solidéo pour l'héritage sur une dizaine d'années, là, c'est un peu plus sérieux et on peut... Et prolonger l'effort. Pascal de Tiersan, au-delà des phrases toutes faites et des jolis mots, ils sont nombreux dans le périmètre des Jeux Olympiques. Comment concrètement réussir ces Jeux ? Qu'allez-vous faire, vous, mais aussi celles et ceux qui vont accompagner un dispositif qui sera par définition exceptionnel? Je crois que ces Jeux, il faut qu'ils tiennent la promesse qui les a fait choisir. Parce que la France est arrivée assez tard dans la compétition pour gagner ces Jeux, mais le choix, un critère déterminant du choix, ça a été le fait qu'il y avait une économie de moyens, puisqu'une bonne partie des infrastructures étaient existantes. Et donc, il faut qu'on soit conforme à cette promesse d'économie de moyens. Mais il faut, et ça a été dit, il faut que ces Jeux donnent une autre perspective à notre façon de gérer nos territoires. Donc, on a parlé de la mobilité, on va encore en parler. On va parler aussi de la sobriété. Et puis, on parle des Jeux olympiques et paralympiques. Il ne faut pas oublier le paralympique. On a un vrai enjeu d'améliorer l'accessibilité de nos stations à tout le monde handisport. Et là, il y a une formidable opportunité. On la voit bien sur le paralympique parce qu'aujourd'hui, les sujets d'accessibilité ne sont pas tous réglés. Eh bien, un des héritages, c'est effectivement que cette accessibilité soit vraiment optimisée. Mais on en est sur les Paralympiques, comme sur la partie paralympique, comme sur le reste. On a des moyens et c'est une formidable opportunité pour changer notre façon de voir les sports d'hiver, de gérer les sports d'hiver. Et de les penser, de les pratiquer et d'organiser aussi des jeux différents. Peut-être que c'est le mot qui doit être le plus associé aux jeux de demain. Un mot peut-être sur ce mot différent et ensuite nous écouterons Renaud Muselier. Les jeux, ils seront forcément différents parce qu'ils ont porté une promesse et qu'il faut que cette promesse, elle se retrouve dans l'héritage des Jeux. Comme je l'ai dit, on doit penser notre rapport à l'économie de montagne différemment. Et les Jeux, ça a été dit tout à l'heure, c'est un détonateur pour faire changer les pratiques. Et juste le fait que nos jeunes, nos enfants sont beaucoup plus sensibles au carbone et donc à l'environnement, eh bien, il faut que nos infrastructures permettent de les satisfaire dans leur souhait de toujours aller à la montagne, mais de le faire de manière... Mais de répondre positivement à toutes ces interrogations. Les équipes d'MCM sont allées il y a quelques jours à Serre-Chevalier. Il y avait nombre d'acteurs et d'actrices de ces Jeux. Ça a été notamment l'occasion de rencontrer Renaud Muselier, le président de la région Sud, qui, vous le savez, porte le dossier des Jeux depuis le début. Regardez. On va projeter nos montagnes sur 2050 en tenant compte de l'évolution climatologique. Ça va être des jeux sobres, c'est les moins chers des histoires des jeux. Et les gens ne veulent pas, dans une période de crise, qu'on investisse pour 15 jours de manifestations sportives. Mais ce n'est pas 15 jours de manifestations sportives, c'est la réhabilitation, c'est le changement des modes de transport, c'est une vision d'aménagement du territoire. C'est la raison pour laquelle nous avons fabriqué le Parlement des Jeux, pour dire à ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui critiquent, donnez votre proposition, amenez votre évolution, votre vision. On va en tenir compte, on a du temps pour le mettre en place, parce que nous on avance. Surtout expliquer qu'il y a des gens qui vivent à l'année à la montagne, que ce n'est pas uniquement une destination touristique, des personnes qui sont là depuis des générations et des générations, qui se passe un héritage qui est très très important. Vivre la montagne de demain, tout en sachant que nous, notre intérêt, c'est pas de la dénaturer, c'est justement de travailler à cette évolution et de ne pas forcer la transformation, mais c'est de l'accompagner. Et c'est finalement ça le message qu'on veut faire passer aussi à travers ces Jeux Olympiques, de Jeux Olympiques sobres et durables, la réutilisation d'infrastructures, de matériel sportif. L'enjeu sociétal, c'est faire connaître, faire comprendre, faire vivre la montagne. Je crois que les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 peuvent être un catalyseur pour cela. Mais il y a un enjeu, à mon avis, immense. Déjà parce que la montagne est aux avant-postes du dérèglement climatique. La question de l'héritage, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a su en France construire des grands événements à travers les Jeux Olympiques en se disant laissons justement une empreinte et qu'elle soit utile à l'intérêt général. L'intérêt général, c'est un grand mot. On y reviendra d'ailleurs d'ici quelques instants. Yvan Schex, quels sont les arguments des anti-jeux
que vous entendez et que vous comprenez? Alors ils existent. Les anti-jeux, oui. Les arguments cohérents dans aussi. les 4 coins des Alpes françaises. Ils évoquent un écocide, un événement dispendieux. Et vous partagez certains de ces regards? Non, ce qui me frappe, alors moi je respecte toutes les opinions. Et je pense qu'à un moment comme celui-ci, aussi essentiel, doit être un moment d'échange et de partage, pour peu que les arguments ne soient pas fallacieux et pour peu que l'on se respecte. Ils ne le sont pas, certains sont très cohérents. Je ne fais aucun... Non, ce n'est pas ce que je dis. En revanche, ce dont je suis certain, c'est que les opposants sont en train de construire un récit. Je suis frappé de voir combien la fin du modèle économique des stations de montagne, la fin du ski, la fin de la neige, c'est 2030. Les opposants aux Jeux Olympiques ont construit un récit. Et ce récit... avec une échéance. Avec une échéance, 2030. Et je trouve qu'on devrait construire un récit alternatif. Parce que chacun d'entre nous sait qu'il y aura de la neige en 2030. Qu'on peut avoir des hivers moins enneigés, bien évidemment, que le cycle du réchauffement climatique est à l'œuvre et qu'il va plus vite que ce que les uns et les autres imaginaient, et que les milieux montagnards sont malmenés et peut-être en première ligne de cette difficulté-là. Pour autant, il y a encore des choses à faire et à dire. Et il faut que l'on construise un récit. Et je crois que les Jeux Olympiques sont l'occasion pour les montagnards de construire un récit qui est un récit d'espoir et d'espérance, qui mobilise toutes les générations. Et encore une fois, je pense que c'est essentiel, qui arrive à nous lier où que l'on soit dans la montagne française et peut-être même par-delà la montagne française. Vous avez fait quelques interviews de personnalités clés des Jeux Olympiques, Renaud Muselier, Arnaud Murgia, notamment. Peut-être juste l'occasion pour moi de dire, alors encore une fois, moi je prêche pour ma paroisse, mais la promesse de sobriété et de durabilité, celle que tu évoquais, qui est le fondement de cette candidature, elle est à l'œuvre dans les Hautes-Alpes. Le village olympique sera aménagé dans des fortifications classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui sont des friches militaires. On sait aujourd'hui qu'il y a donc déjà existante. Oui, il y a une tension très forte sur le foncier dans les territoires de montagne. Il y a des difficultés pour loger les saisonniers et les jeunes actifs. Quoi de plus durable que de rénover des friches qui sont totalement désarmées, de recevoir les athlètes pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, et puis ensuite d'aménager un nouveau quartier de la ville. Moi, je trouve que ça a du sens. Et je crois que sur ces sujets-là, les mobilités, la rénovation du bâtiment, de bâtiments historiques. Ce que tu évoquais, Romain, sur l'opportunité incroyable pour la jeune génération de découvrir la montagne, de pratiquer les sports d'hiver, et puis d'aller plus loin sur la formation du haut niveau et l'accompagnement des clubs. Tout ceci devrait faire l'unanimité. On devrait s'entendre sur ça. Et je pense pas le cas parce que, je l'ai dit, il y a les pros, il y a les anti, voilà, et je il pense y a les oui mais, il y a beaucoup. Je pense que c'est sur ça qu'il faut travailler, pour essayer vraiment de créer un et de séduire. De créer un élan. Alors parmi les personnes qui sont relativement critiques sur ces jeux et sur l'après-jeu, Guillaume Desmurs, que vous connaissez, qui est journaliste et qui est écrivain également, et donc lui est plutôt critique et s'interroge sur la pertinence de ces Jeux d'Alpes 2030. Regardez. Bonjour à tous. Petite ou plutôt grande question. De quelle façon ces JO vont pouvoir contribuer à la transformation des territoires de montagne et des stations de ski? Et si je vous pose la question, c'est que le CIO lui-même, le COJO lui-même, Edgar Gros-Piron lui-même utilise cette expression « les JO vont être au service de la transition des stations de ski », sans jamais définir ce qu'est cette transition et sans jamais donner de détails concrets sur la façon dont les JO vont accompagner cette transition. Au contraire, on a quand même l'impression, et ça nous laisse perplexes, que ces JO vont conduire à couler du béton dans tous les sites olympiques. Patinoire à Nice, on va couper des arbres à Montgenèvre et à Serre-Chevalier pour les pistes de freestyle qui n'existent pas, il va falloir les fabriquer. On va rallonger le tremplin à Courchevel, on va construire un centre média à Courchevel, on va rénover la piste de bobsleigh à La Plagne, on va construire un bâtiment en dur aux confins à la Clusaz, et on va construire des villages olympiques dans quasiment tous ces sites-là, y compris à Beauzelle.
Les retombées économiques, on le sait, sont extrêmement difficiles à calculer et on voit que pour les JO 2024 à Paris, on n'a toujours pas de retombées économiques clairement calculées. On sait que ça va coûter beaucoup d'argent public. Les notes confidentielles de l'inspection des finances qui ne sont toujours pas rendues publiques parlent, ça a fuité, d'un déficit pour l'organisation, pour le COJO, de quasiment 1 milliard d'euros. Donc on parle de beaucoup d'argent public qui pourrait être mis au service de la transformation, de l'adaptation des économies de montagne à tous les enjeux. Le nouveau régime climatique avec toutes ses conséquences et la trajectoire de décarbonation. Donc, ma question, mais de façon très concrète, donnez-nous des exemples de quelle façon ces Jeux Olympiques d'hiver 2030 vont être au service de la transformation de nos territoires de montagne. Merci beaucoup. La question ou les questions de Guillaume Desmurs, vous y avez partiellement répondu. Romain Ribou, ces jeux peuvent être aussi les jeux du béton, comme c'est évoqué partiellement par Guillaume Desmurs. Alors, si on prend les éléments de langage du COJOP, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup d'infrastructures qui sont existantes, et c'est aussi une des raisons pour laquelle... Et réajuster, rénover, etc. Donc c'est plutôt, on va dire, vertueux de partir sur voilà, la France plutôt que d'aller dans des pays où, comme on a vu sur les Jeux précédents, moi, ceux que j'ai fait en tant qu'athlète paralympique, par exemple à Sochi, où on a reconstruit quasiment une équivalent de la Tarentaise. Donc c'est déjà, on part déjà avec, on va dire, certains atouts. Maintenant, je pense que voilà, il va falloir faire attention de faire en sorte que vraiment les jeux se mettent au service du territoire et pas l'inverse. Ça, c'est vraiment un point important. Mais moi, j'ai envie d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est les infrastructures, c'est le must-have. C'est-à-dire que le CIO, aujourd'hui, pour avoir bossé 4 ans sur les enjeux d'héritage à Paris 2024, c'est vraiment le basique. Je pense que ces jeux, ils doivent vraiment servir l'après sur... on sait que le réchauffement climatique est là. Clairement, c'est quoi les métiers de demain? C'est quoi l'économie de la montagne de demain? Donc ce n'est pas seulement la réutilisation d'un programme existant d'habitation ou d'aménagement. Comme ça a été dit, la montagne en 2050, les questions, c'est derrière, c'est les questions aussi sociétales qui accompagnent le changement climatique. C'est quoi les nouveaux métiers? C'est quoi les nouveaux modèles économiques d'une station dans laquelle le ski aura une part importante? C'est favoriser une montagne qui peut être repensée. Ouais. C'est ce que vous dites. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'on n'a pas non plus toutes les réponses aujourd'hui, parce qu'en fait, on sait, collectivement, on ne sait pas en fait quels sont ces futurs métiers, quels sont ces futurs modèles économiques des stations. En tout cas, la réflexion est ouverte. Les jeux, ils doivent être cet accélérateur-là. Si on voit ce qui a été fait pour 68 et 92, ça a été des accélérateurs sur vraiment plutôt des enjeux d'infrastructure. Là, pour moi, on est sur des réflexions plutôt sociétales, en considérant que les infrastructures ont fait le job minimal qui est déjà super important à faire. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'héritage, il ne doit se penser pas sur les 4-5 ans qui arrivent, mais vraiment sur beaucoup 10 plus ans. tard. Et qu'il faudrait qu'il y ait Christelle Angelot-Nicou, sur les jeux du béton et ces réflexions que vous entendez, j'imagine aussi, elles reviennent souvent. Alors Guillaume Desmurs les a présentées ainsi, mais cette musique existe. Alors forcément, c'est une musique, s'il n'y a rien d'arrêté. Hein. On est toujours en phase de, non pas de consultation, mais on travaille d'arrache-pied depuis que ces jeux ont été posés. Il n'empêche que depuis l'année dernière, nous sommes engagés en fait, à travailler avec la population sous forme de réunions de sensibilisation sur différents thèmes depuis l'année dernière, suivies par des réunions information et partage. Sur des sujets phares. Hein. Le premier gros sujet, c'est l'eau chez nous, vraiment. Je pense que tout le monde a entendu parler de la Clusa et de l'eau, qui est un vrai défi et un vrai souci majeur. Voilà. Donc on a fait une grosse réunion de sensibilisation qui est suivie prochainement par une réunion de concertation avec des institutionnels, des citoyens, des associations environnementales qui ne sont pas forcément pour ou contre. On n'en est même plus là, mais on réfléchit ensemble et c'est bien là le plus important. Et la prochaine grosse réunion de sensibilisation et de concertation, elle a lieu au mois de septembre sur les JO. Voilà, donc on ne peut rien faire au final seul. Voilà. Donc du partage et de l'échange. Pascal de Tiersin, avez-vous le sentiment que la passion est un peu retombée et que les échanges sont plus constructifs aujourd'hui entre les pros, les anti et les oui-mais? Alors, la passion des Jeux de 2024 a été incroyable. Pendant et après. Avant, plus nuancé. Alors, justement, c'est le fond du sujet. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de critiques avant.
et les Jeux ont été vraiment une réussite. Et il y a eu vraiment un engouement, un enthousiasme après les Jeux sur le fait olympique. Et bon, nous, avec les Jeux d'hiver, on a un petit peu tardé à se mettre en ordre de marche. Moi, je suis convaincu que on va avoir le même engouement. Et c'est important parce que les sports de montagne, ce sont quasiment les seuls sports de pleine nature accessibles au plus grand nombre. Et donner le goût à nos jeunes d'aller au contact de la montagne, c'est quand même une chance extraordinaire. Les Jeux peuvent pousser ça, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une nouvelle façon d'aborder la montagne, beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus en éveil sur autre chose que simplement l'activité sportive. Mais les jeux sont là pour redonner ce goût-là. Et il ne faut pas oublier que dans les montagnes, ça a été dit, hein, il y a des gens qui viennent en vacances, mais il y a beaucoup de gens qui vivent sur la montagne. Et on a vraiment besoin, nous, qui vivons dans les montagnes, de moderniser nos infrastructures, de les rendre plus vertueuses, pour accueillir autant, voire plus de clients et de touristes. Pour beaucoup, Yvan Schex, les Jeux d'hiver sont des Jeux d'hiver. Faut-il les transformer en Jeux de montagne? Et comment des Jeux de montagne peuvent réellement se voir, se percevoir? Moi, je pense qu'il n'y a pas de différence. Entre l'hiver et la montagne. Les Jeux d'hiver, ce sont les Jeux de la montagne. La montagne est diverse et multiple. Le département des Hautes-Alpes, c'est le département le plus préservé de l'arc alpin français, et de loin. C'est aussi le moins peuplé, et les deux sont très liés. C'est un des départements qui, depuis très longtemps, vit d'un tourisme des 4 saisons. Beaucoup appellent l'émergence d'un tourisme de cette nature-là. C'est à l'œuvre dans le département des Hautes-Alpes. Dans ce département-là, qui est très peu peuplé, c'est un des 4 départements les moins peuplés de France. Chacun d'entre nous est convaincu que notre responsabilité, c'est de trouver un point d'équilibre entre la préservation d'une nature d'exception qui est notre plus grande richesse, et de loin, et sa valorisation. Et rechercher ce point d'équilibre, c'est tout simplement pour continuer à vivre ici. Enfin, c'est de ça dont il est question. Et je suis sûr que si on est capable d'avoir une discussion avec Guillaume, qui est un excellent journaliste et un bon auteur, même si son dernier ouvrage Vous l'avez moyennement apprécié. Je l'ai lu et je ne l'ai pas trouvé très convaincant. J'aurais préféré qu'il en discute avec nous plutôt que de se contenter de reprendre quelques piges de presse. Je suis sûr qu'on s'entendra sur l'essentiel, parce que c'est de ça dont il est question. C'est l'avenir de la montagne. Comment est-ce qu'on est capable, dans ces territoires qui sont des territoires fragiles, de continuer à vivre et à entreprendre? Et je pense que Alpes françaises 2030, de ce point de vue-là, peut nous y aider sur des avancées majeures en termes d'aménagement du territoire, j'ai dit pour le département des Hautes-Alpes, mais aussi, j'insiste sur ce point-là, sur le récit commun. Romain Ribou, sur cette nuance entre jeux d'hiver d'un côté, jeux de la montagne. Comment la Fédération française de ski, forcément axée sur les disciplines qui sont liées à la pratique des skis, comment cette fédération peut regarder des jeux de la montagne? Nous, c'est vrai que notre ADN, ça reste le ski, parce que si on enlève le mot ski dans Fédération française de ski, ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc nous, effectivement, on prêche encore pour, évidemment, des jeux d'hiver. Moi, je reste persuadé que le ski a encore des beaux jours devant lui et surtout peut vraiment tirer cette transition. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faut continuer à appeler ça des jeux d'hiver, insister sur ce que le ski peut permettre justement pour aller vers une transition. Et on parlait tout à l'heure de la vision. La vision de Paris 2024, je suis bien placé pour en parler. J'étais pendant 4 ans donc, dans le département Impact et Héritage. C'était le sport change les vies. La vision de l'héritage. Et donc, du coup, c'est là où on a battu les programmes autour de l'éducation, autour de la santé, avec les 30 minutes d'activité, où on a essayé justement de donner des nouvelles infrastructures en Seine-Saint-Denis pour que les gamins puissent aller au sport. Pardon. Et du coup, la question qui va se poser, c'est quelle est la vision en fait, des Jeux de 2030? C'est-à-dire, du coup, c'est quoi vraiment le mojo de ces Jeux et comment ces Jeux, en fait, vraiment vont amener vers la montagne de 2050 et comment les Jeux vraiment changent la montagne, accompagnent, comme on l'a dit, la vie en montagne, l'économie en montagne. Et tout ça, c'est là-dessus qu'en fait, il faut vraiment que le COJOP, et là je pense qu'il y a une petite urgence, crée le récit, quoi, vraiment sur c'est quoi le récit des Jeux de 2030. Alors parmi les messages, il y a, on l'a compris, hein, la sobriété, la notion d'environnement, de réutilisation d'infrastructures, mais pas seulement, de créer aussi un élan, une dynamique pour
pour l'après. Il y a aussi l'inclusion, les inclusions, avec notamment l'EP qui est venu se rajouter au JO, en tout cas dans le libellé et dans l'acronyme JOP. La France a beaucoup fait en direction notamment des Paralympiques, notamment l'hiver, en 92, notamment à Albertville, puisque pour la première fois, les Jeux paralympiques se retrouvaient sur les mêmes sites que les Jeux olympiques. C'était déjà une première. Ce P qui vient s'additionner au J et au O, comment vous le regardez, Romain, et comment les Paralympiques vont exister et même plus rayonner vraiment? Pour moi, le P, en tant qu'ancien athlète paralympique, il est très important. J'ai fait 4 Jeux paralympiques. Vous auriez préféré des JPO? Non, je pense pas. Je pense que c'est très bien comme ça, parce qu'on a vu effectivement à Paris 2024, ça a très bien marché. D'ailleurs, on a vu que les Jeux Olympiques, vraiment, et l'élan qu'il y a eu, ça a servi les Jeux Paralympiques derrière. Je pense que si on avait été dans la phase de chauffe, ça aurait peut-être pas eu le même effet. Là, ça a vraiment bien fonctionné. Et en fait, surtout les enjeux d'accessibilité, on les travaille, et on les a beaucoup travaillés à Paris 2024, vraiment sur les Jeux Olympiques tout court, en fait. C'est-à-dire que du coup, c'est là où on a posé les bases de l'accessibilité, parce que en fait, les Jeux Paralympiques, c'est une compétition pour les personnes en situation de handicap, mais quand on vit les Jeux olympiques, il y a aussi des personnes en situation de handicap, il y a aussi des femmes enceintes qui ont besoin d'avoir une accessibilité facilitée au site. Et donc, du coup, là, il y a un vrai enjeu, effectivement, de passer la seconde en termes d'accessibilité. Et le deuxième, c'est vraiment le changement de regard. On en a parlé, et ça a bien fonctionné sur les Jeux de Paris. Comment en fait on va apporter un changement de regard sur les athlètes d'hiver. On avait Marie Bochet qui était quand même une vraie locomotive, et je pense qu'il faut qu'on continue justement à faire connaître les athlètes para, et de surfer aussi cet cet élan parisien. Là pour le coup, le modèle Paris 2024 était très bon quand on voit ce qui s'est passé en termes de chiffres d'audience, en termes d'engouement dans les visibilité, de médiatisation. Il y a eu plus de vrai billets vendus pour la paranatation que la natation. C'est vrai que les pratiques en e-sport sont souvent éclairées pendant les grandes manifestations, mais elles existent tout au long de l'année, sur de nombreux secteurs, dans de nombreux territoires aussi. Je vous propose de rejoindre Tigne notamment et Frédéric Porte, qui est lui très actif sur le paraski. Regardez. C'est important, hein. Nous on est déjà engagés dans des démarches, notamment avec la région, avec les comités de communes, dans la démarche H+. On accueille des Coupes du Monde de ski paralpin avec la FISE. On accueille en 2027 les championnats du monde de ski paralpin. Et oui, on est convaincu que ça touche et ça touchera de plus en plus de monde. On l'a vu à Paris, hein, l'engouement dans les Jeux paralympiques. On est très confiant et ça plaît beaucoup. C'est l'ancrage définitif, hein, effectivement, de la prise en compte réelle et entière de l'ensemble des sportifs en situation de handicap physique, psychique, en toute possession de leurs moyens, de pouvoir s'exprimer dans des lieux qui sont adaptés, qui le sont aujourd'hui, qui le seront en 2030, qui le seront à l'avenir. Pascal de Tirson, les Jeux doivent favoriser les pratiques en dehors des périodes de jeux. C'est aussi le rôle des Jeux. Absolument. Les Jeux permettent de mettre le focus sur cette possibilité, nous oblige en termes d'accessibilité, même si sur les domaines dont j'ai la charge, il y a déjà pas mal de choses de faites, mais c'est l'accessibilité pour les compétiteurs, mais c'est aussi l'accessibilité pour les spectateurs. On a quand même le sentiment que l'éclairage de Paris 2024 s'est relativement atténué depuis la fin des Jeux paralympiques. C'est une réalité ou un regard de façade? Je vais retourner la question aux médias, parce que je pense qu'il y a un vrai intérêt au sport paralympique. Quelque part, ce sont des athlètes qui, pour certains, sont un peu plus proches de nous, et il n'y a pas de raison que ça n'intéresse pas les téléspectateurs. Les grands médias et avec une audience élargie. Romain, sur cet éclairage un peu tamisé, vous étiez... Oui, je pense qu'il y a une initiative qui avait été portée par Paris 2024, c'était les 3000 les clubs para-inclusifs, pour faire en sorte que dans les clubs valides, on puisse accueillir des personnes en situation de handicap. Je pense que ça, c'est des choses qui sont un peu loin des caméras, mais qui ont un vrai impact
pour la vie des personnes en situation de handicap. Et c'est des choses, je pense, sur lesquelles il faut vraiment les Jeux de 2030 aillent pour la montagne au sens large, pour que effectivement on ait des écoles de ski, c'est déjà le cas, mais des écoles de ski qui soient encore plus para-inclusives, que les clubs aussi puissent, les clubs de la Fédération française de ski aussi puissent accueillir. Il y a un accueil réel. Et ça c'est des programmes de fond qui se voient moins, qui font moins la lumière, mais qui sont quand même très importants et qui sont des vrais programmes d'héritage. Après, sur la médiatisation, ça c'est un peu la question de l'offre et la demande. Hein. Il y a des sports même valides qui sont moins médiatisés. Moins exposés, effectivement. Donc, du coup, ça c'est le jeu de... On arrive bientôt au terme de ce premier volet de ce versant futur. Un mot peut-être avec vous, Yvan Schex, autour de ce P de paralympique. On l'entend peu ou pas encore assez? Moi, je pense que Paris 2024 a changé la donne de façon spectaculaire pour les athlètes et pour les spectateurs. Et je pense qu'on ne peut pas faire moins bien. En tout cas, il faut que ce soit notre niveau d'exigence. Et dès le début, on a vraiment pris en compte cette dimension. Vous avez cité Marie Bochet. Il y a un autre athlète qui était très impliqué, c'est Arthur Bochet, qui est un haut alpin. Ils ont un regard très aiguisé sur les exigences sportives, les exigences environnementales. Ils feront grandir les jeux, ils feront de beaux jeux. Mais moi, je dis souvent que le plus beau regard que porte Arthur Bochet sur les Jeux Olympiques, c'est quand il s'émerveille. Parce que ces gens-là ont souffert dans leur chair, hein, ils nous donnent des leçons de vie. Et quand vous avez un jeune homme comme lui qui a gagné tous les titres mondiaux et olympiques, qui dit tout simplement « les Jeux Olympiques, chez moi, c'est merveilleux, émerveillons-nous », je pense qu'il faut l'entendre aussi. Merci à vous en tout cas et à vous quatre d'avoir échangé sur cette thématique qui va continuer à l'évidence de faire parler. Et si effectivement les messages, on l'a compris, sont bien réels, en tout cas affichés, ils devront être suivis des faits pour qu'il y ait une adhésion plus large et la plus large possible, et notamment une acceptation d'un projet comme celui-ci avec une échéance relativement rapide puisque ce sont les Alpes 2030. Et je vous propose donc de continuer la deuxième partie de ce versant futur consacré aux Jeux Olympiques et Paralympiques autour de ces deux thématiques, elles aussi si concernantes, autour de l'adhésion d'un côté et de l'acceptabilité d'un projet comme celui-ci.